Bonjour tout le monde, je me présente Mélissa Mitchell, je serai votre animatrice ce soir. Donc, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom de Migraine Québec. J'aimerais souligner la participation de notre partenaire Teva qui rend possible ce genre d'événement. Petite logistique de la soirée. Donc, la soirée va commencer par une présentation de Julie Beckerstaff que je vais vous présenter dans 10 minutes. Et sera suivi de témoignages donc d'une maman qui vit avec une jeune femme atteinte de migraine chronique, de moi-même comme personne qui vit avec la migraine chronique et de mon conjoint Jean-Étienne avec qui je suis depuis 23 ans. Donc, on a passé par toutes les phases de la migraine. Et il a appris un petit peu, car on a demandé sa participation au webinaire, qu'il était proche aidant parce que je ne crois pas qu'il se définissait ou se voyait de cette façon-là. Alors, voilà comment on va procéder. Bonjour Julie, bienvenue à ce webinaire. Donc, Julie, tu es directrice du service Info Aidant à l'API pour les proches aidants. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de venir nous éclairer. Et, je te laisse aller avec la présentation, puis on se reparle tout à l'heure. Merci beaucoup, Mélissa. Merci de l'invitation. Merci à Migraine Québec de l'invitation. Ça nous fait vraiment plaisir de parler ce soir de la réalité des personnes proches aidantes. Je vais partager mon écran. Effectivement, Julie Bickerstaff, je suis directrice du service Info Aidant. Vous allez peut-être découvrir ce soir qu'il existe un service Info Aidant au Québec. Ça va me faire plaisir de vous en parler. Je vais vous parler brièvement de l'appui. Je vais vous dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Je vais vous parler ensuite des personnes proches aidantes, qui sont-elles, quels sont leurs besoins, c'est quoi les conséquences qui sont vécues et les aspects positifs de ce rôle-là, comment on peut se prémunir de l'épuisement parce que vous allez comprendre au cours de ma présentation que dans certains contextes de proche aidance, les personnes sont à risque de s'épuiser dans le rôle qu'elles jouent. Je vais vous parler des ressources et des services qui peuvent soutenir, aider les personnes proches aidantes. Et bien entendu, comme Mélissa l'a indiqué, la seconde partie du webinaire sera davantage pour entendre des témoignages de personnes proches aidantes, de personnes qui vivent avec la migraine. Et puis, on pourra échanger, je pourrai échanger avec les personnes, puis répondre à des questions le cas échéant. L'appui pour les proches aidants, c'est une organisation sans but lucratif. C'est une organisation qui existe depuis 13 ans, qui est financée à 100% par le gouvernement du Québec. C'est une organisation dont la mission se décline en 3 volets. C'est-à-dire qu'on a un service direct à la population qui est le service Info Aidant, dont je vais vous parler un petit peu plus loin, un peu plus tard. On a un rôle un peu particulier puisqu'on est bailleur de fonds. On reçoit des fonds du gouvernement du Québec qu'on redistribue dans la communauté au sein d'organismes communautaires, d'entreprises d'économie sociale pour développer des services directs aux personnes proches aidantes, donc des services de répit, d'information, de formation, de soutien psychosocial. C'est une majeure de notre action. C'est effectivement là, de contribuer à développer ce tissu-là de soutien là, communautaire dans chacune des régions du Québec. Donc, on est présent partout. Et finalement, on a un 3e volet d'action qui est un volet de sensibilisation, de mobilisation, de concertation. Ça s'exprime de différentes manières. On a des campagnes médias à chaque année, dans le contexte de la Semaine nationale des proches aidants, qui est début novembre. On a des campagnes publicitaires, des campagnes médias, on est présent sur les réseaux sociaux. On a aussi, on développe des outils de sensibilisation pour aller parler de proche aidance dans les écoles. On fait du transfert de connaissances, on donne des conférences comme ce soir. On participe à des projets de recherche, on développe des guides de pratiques prometteuses. Donc, il y a tout un volet de nos travaux qui sont également autour du transfert de connaissances, de la sensibilisation pour faire en sorte que de plus en plus dans la société québécoise, on parle des personnes proches aidantes, que les personnes proches aidantes se reconnaissent et qu'elles reçoivent les services dont elles ont besoin. Donc, ça fait un peu le tour de qui est l'appui, très rapidement.
J'aime bien commencer mes présentations en citant une ex-dame, ex-première dame des États-Unis, Rosalind Carter. Et à très juste titre, Rosalind Carter disait qu'il n'y a que quatre types de personnes dans le monde. Ceux qui ont été proches aidants, ceux qui sont présentement proches aidants, ceux qui seront proches aidants et ceux qui ont besoin d'aide. Et vous allez donc constater au fil de ma présentation que des proches aidants, ben, il y en a tout plein autour de vous et que vous êtes probablement peut-être aussi que vous jouez un rôle de personne proche aidante. Donc, les proches aidants au Québec, c'est quand même beaucoup de monde. C'est un adulte sur trois qui est proche aidant. Et quand on parle de proche aidance, ben, qu'est-ce que ces gens-là font en particulier ou de manière plus spécifique? Dans le fond, elles accompagnent une personne proche d'elle et qui a des besoins, qui a des besoins temporaires ou qui a des besoins plus permanents, qui a besoin d'aide pour réaliser un certain nombre d'activités ou qui a besoin d'aide au quotidien. Et donc, elles accompagnent ces proches-là sans rémunération. Donc, elles le font vraiment par solidarité, par lien de proximité, par amour. Il y a toutes sortes de motivations. Mais bref, ce sont des gens qui donnent de leur temps et qui donnent minimalement 1 heure par semaine. Mais des fois, il y en a qui donnent beaucoup plus. Mais minimalement 1 heure par semaine de soins à une personne de leur entourage, pas nécessairement quelqu'un de leur famille. On a l'image du du fils ou de la fille qui s'occupe d'une personne vieillissante, mais vous allez voir dans le portrait statistique que ce n'est pas le seul cas de figure. Oui, vous allez voir aussi que d'un point de vue démographique, vieillissement de la population oblige, il y a beaucoup de contextes de proche aidance qui sont de cette réalité-là. Un enfant, un fils, une fille qui accompagne un parent vieillissant, mais il y a d'autres contextes de proche aidance et c'est ce que je vais vous partager. Euh, je vous partage rapidement quelques données plutôt sociodémographiques, si on veut, c'est-à-dire que oui, on constate statistiquement qu'il y a un peu plus de femmes qui jouent le rôle de personnes proches aidantes. Mais il ne faut pas passer sous silence qu'il y a beaucoup d'hommes qui jouent également un rôle de proche aidant auprès d'une conjointe ou auprès d'un parent vieillissant ou auprès d'un enfant handicapé qui a des besoins particuliers. Ce qu'on remarque toutefois, c'est que plus la proche-aidance est intense, plus le nombre d'heures est consacré à la proche-aidance par semaine, bien, la proportion de femmes augmente dans ces catégories-là. Donc, plus ça devient lourd et exigeant, on retrouve moins d'hommes, on retrouve plus de femmes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit. C'est pas très surprenant, on le sait dans notre culture au Québec, les métiers du soin, du caring, sont souvent majoritairement féminins, mais il y a quand même beaucoup d'hommes qui jouent un rôle de proche aidant. En termes d'âge, on se retrouve beaucoup dans la tranche d'âge, on retrouve les proches aidants beaucoup dans les tranches d'âge du 45 à 64 ans. Donc, une des réalités des personnes proches aidantes, c'est qu'elles sont souvent encore sur le marché du travail, qu'elles ont souvent encore des enfants, des adolescents à la maison. Donc, on va parler aussi de la réalité de la génération sandwich, c'est-à-dire des adultes qui travaillent, qui prennent soin d'enfants, adolescents, mais qui commencent aussi à prendre soin de parents vieillissants. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans nos portraits statistiques des personnes proches aidantes. Pour ce qui est de l'âge de la personne qui est aidée, donc, comme je le disais tout à l'heure, contexte de vieillissement de la population oblige, effectivement, il y a quand même une majorité de proches aidants qui prennent soin d'une personne vieillissante, donc une personne de 65 ans et plus. Mais vous voyez qu'il y a quand même, proportionnellement, une portion non, assez significative quand même de personnes aidées qui ont moins de 65 ans. Ce que vous voyez aussi de l'autre côté du graphique, c'est où demeure la personne aidée. Est-ce qu'elle habite avec la personne proche aidante ou elle habite de manière autonome ou elle habite dans une résidence pour personnes âgées ou un peu le contexte de cohabitation. Donc, ce que vous constatez, c'est quand même la plus grande proportion de personnes aidées demeurent dans leur propre domicile, donc ne cohabitent pas avec la personne proche aidante. Ça nous donne des indices sur certains défis de prendre soin de quelqu'un qui habite pas qui habite pas dans notre maison, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux de transport, il y a des enjeux de distance, il y a beaucoup de proches aidants qui prennent soin de quelqu'un qui habite pas la même région qu'eux. Donc, il y a des impacts assez conséquents sur le besoin de prendre du temps pour aller visiter,
il y a des distances, il y a des coûts associés aussi au fait de devoir prendre soin de parents ou de proches ou d'amis qui habitent dans une autre ville, dans une autre région. Donc, ces choses-là ont une incidence sur le contexte de proche aidance. Le lien avec la personne aidée. Donc, on prend soin de qui habituellement ou en proportion? Vous voyez que la plus grande proportion, c'est on prend soin de parents, de notre père, de notre mère. On prend soin d'un conjoint qui peut souffrir de la migraine chronique, un conjoint qui peut avoir un épisode de dépression, un épisode de problématique de santé mentale. On prend soin d'un conjoint qui vient d'être accidenté, qui vient de vivre un grave accident puis qui va être handicapé pour le restant de ses jours. Donc, on prend soin dans un contexte de conjoint. On prend soin aussi de voisins, d'amis et de collègues. Donc, c'est non négligeable qu'il y a quand même 14 des proches aidants qui n'ont pas de lien de parenté avec la personne aidée. Puis quand on parle de proche aidance, on a parfois souvent tendance à penser à quelque chose qui s'inscrit dans la durée, qui va durer très longtemps, puis c'est à toutes les semaines, puis bon. Mais des fois, ça peut être des épisodes, tu sais, un ami qui revient de recevoir un diagnostic de cancer, qui va traverser des traitements, on va l'accompagner, on va être là pour lui, on va lui faire des repas, on va s'occuper de ses enfants, on va faire plein de choses. Puis ça se peut qu'après un an, ils soient en rémission, puis que tout d'un coup, cette situation-là se résorbe. Donc, on aura été proche aidant pendant cette période-là. Ça ne veut pas dire qu'on va être proche aidant jusqu'à temps qu'il meure, que la personne aidée meurt. C'est pas toujours ces contextes-là. Fait qu'il y a vraiment toutes sortes de contextes. Ça vous permet de voir qu'il y a une diversité de réalités. La condition de la personne aidée, le petit cercle avec toutes les couleurs, ça vous permet vraiment de voir que il y a toutes sortes de contextes de proche aidance. C'est sûr que les proportions les plus importantes, les plus significatives, c'est une personne aidée qui a une déficience physique ou qui a une perte d'autonomie liée au vieillissement ou qui a la maladie d'Alzheimer. C'est nos grosses catégories. Mais tout de suite après vient santé mentale, cancer, maladie chronique, migraine chronique en ferait partie. Et vous voyez tous les autres pourcentages qui sont un petit peu plus faibles, mais voici un peu le portrait global de toutes les conditions et maladies et situations qui peuvent, euh, qui peuvent impliquer qu'une personne devient proche aidant d'une personne qui a cette maladie-là. La situation d'emploi des personnes proches aidantes, je l'ai évoqué un petit peu plus tôt dans la présentation. Donc, effectivement, il y a une grande portion de personnes proches aidantes sont sur le marché du travail. Donc, ça implique nécessairement des enjeux de conciliation, famille, travail, proche aidance. On pourra en reparler. Mais il y a également aussi une proportion significative de proches aidants qui sont retraités, souvent dans un couple qui ont à peu près le même âge, prennent leur retraite à peu près en même temps, 1 an, 2 ans de retraite, et oups, malheureusement, le parcours de vie est un petit peu modifié, nos projets de retraite sont un peu modifiés parce qu'il y a un des deux conjoints qui développe une maladie neurodégénérative ou un trouble neurocognitif. Donc, des conjoints, des couples de retraités où il y a un contexte de proche aidance, c'est quand même assez fréquent. Se reconnaître comme proche aidant, c'est probablement la chose la plus, peut-être pas difficile, le mot est peut-être fort, mais en fait, comme Mélissa le nommait en introduction, il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent pas. En fait, il y a 35 de gens qu'on interroge. On leur demande s'ils sont proches aidants. La première réponse, c'est non. On leur dit, est-ce que vous avez fait des courses pour quelqu'un cette semaine? Est-ce que vous avez amené quelqu'un à un rendez-vous médical cette semaine? Est-ce que vous avez soutenu émotionnellement quelqu'un cette semaine? Est-ce que vous avez fait des tâches de proche aidance? Et là, tout d'un coup, ils font, ben oui, j'ai fait ça pour telle personne, j'ai fait ça pour telle personne. Et là, tout d'un coup, la prise de conscience se fait qu'ils sont effectivement, ou en tout cas qu'ils posent des gestes de proche aidance, mais ils se sont jamais vraiment mis le chapeau de proche aidant sur la tête. Puis il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer pourquoi ce terme-là n'est pas tout à
fait, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait confortables. On pourra en reparler dans la période d'échange. Ça pourrait être intéressant à la lumière des témoignages qu'on va entendre un petit peu plus tard. Qu'est-ce que l'on fait quand on est une personne proche aidante? Bien, on fait toutes sortes de choses, en fait. Ça dépend des contextes, ça dépend des personnes en présence. Ben, on offre du soutien émotionnel. On est là pour rassurer. On est là pour que la personne aidée ventile. On est là pour essayer de l'aider à gérer son anxiété. On lui offre de la compagnie à des rendez-vous médicaux parce que c'est très stressant, parce que le stationnement est difficile, parce que la mobilité de la personne est difficile. Donc, on va offrir de l'accompagnement en transport. On va offrir de l'aide pour entretenir la maison. Si nos parents sont vieillissants et que ça devient difficile pour eux d'entretenir la maison, ben, on va leur offrir de l'aide. On va parfois même aller offrir de l'aide aux soins personnels, donc aider quelqu'un qui a une mobilité réduite suite à un accident ou de manière temporaire, qui a un bras dans le plâtre, une jambe dans le plâtre, on va aller l'aider à prendre son bain, sa douche, etc. On va offrir d'aider pour tout ce qui est administratif, les opérations bancaires, c'est assez typique. La proche aidance peut s'installer par des petites choses comme ça au quotidien. Nos parents nous demandent de prendre en charge leurs finances. Ils commencent à trouver ça trop compliqué ou ils sont pas à l'aise avec la technologie, ils n'aiment pas faire leurs transactions bancaires en ligne. Donc, ils vont nous demander notre aide. Donc, il y a vraiment une panoplie de tâches, fonctions qui s'inscrivent dans ce qu'on fait comme personne proche aidante pour soutenir nos proches. Le temps passé à soutenir l'aidé, la personne aidée, ben, dans le fond, ce que vous voyez, c'est qu'il y a 50% des gens que c'est entre 1 et 5 heures par semaine. Donc, c'est pas extrêmement intense. Puis après, ben, il y a toute l'autre portion de gens où là, on est entre 5 à 9 heures, 10 heures et plus, 20 heures et plus. Donc, on a des contextes de proche aidance qui sont beaucoup plus exigeants au quotidien en termes de temps qui est investi, en termes de soutien qui doit être apporté pour que la personne soit bien, pour que la personne puisse demeurer chez elle, etc., etc. Les services qui sont importants pour les personnes proches aidantes, ben, ils sont de différents ordres. Dans le fond, les personnes proches aidantes ont besoin de soutien psychologique, que ce soit individuel ou en forme plus collective, comme des groupes de soutien, des groupes de parole, des choses comme ça. Ils ont besoin d'avoir de l'information. Ils ont besoin de parfois suivre même des formations et pour développer certaines compétences, pour prendre soin de la personne aidée, puis de prendre soin d'eux-mêmes aussi. Ils ont besoin parfois de choses très, très pragmatiques, très pratiques, pratico-pratiques, de l'aide à domicile, des fournitures médicales, adapter le domicile, adapter la maison, faire en sorte qu'il y ait des aménagements pour permettre le maintien à domicile de la personne qui soit en fauteuil roulant ou qui a d'autres problèmes de mobilité. Installer des barres au niveau du bain, de la douche, c'est toutes des choses qui peuvent effectivement venir aider une personne proche aidante dans son rôle. Il y a des conséquences à jouer ce rôle-là. Dans le fond, c'est pas une identité d'une personne proche aidante, c'est un rôle que l'on joue. C'est un rôle qui s'ajoute à d'autres rôles que l'on joue. Mais c'est un rôle qui peut être très prenant, très exigeant. Donc, c'est un rôle qui peut générer inquiétude, stress, fatigue. On peut être très inquiet, avoir la difficulté à dormir. On peut être plus irritable, plus en colère. On peut malheureusement se mettre à risque d'être dans une situation de maltraitance, soit que on maltraite la personne aidée peut aussi maltraiter son proche aidant. C'est des choses qu'on voit dans la pratique, sur le terrain. Le sentiment d'être débordé, la détérioration de notre état de santé, l'isolement, c'est tous des facteurs de risque qui nous mettent à risque d'épuisement, mais qui nous mettent à risque aussi de vivre des situations de maltraitance au sein de la dyade, au sein des deux personnes. De manière aussi des impacts négatifs, c'est au niveau du travail. Donc, je suis en retard le matin, je dois réduire mes heures de travail, je dois m'absenter pour pouvoir prendre soin. Aussi, si je suis un jeune proche aidant qui prend soin d'un parent qui a un épisode de santé mentale, de problématique de santé mentale, ben, je m'absente de l'école, j'ai des échecs, je peux pas aller à mes examens. Donc, des reports ou même l'abandon des études, ça peut être un impact assez négatif pour une jeune personne proche aidante.
Bien entendu, ça peut aussi avoir des effets négatifs sur la relation. Des fois, c'est très difficile d'être dans ce rôle-là avec une personne avec qui notre relation a toujours été peut-être un peu complexe, donc ça va venir encore plus la complexifier. Et malheureusement, pour plusieurs personnes proches aidantes, il peut y avoir de l'appauvrissement compte tenu de perte de revenus. Si on diminue nos heures de travail ou si on quitte le marché du travail prématurément pour pouvoir prendre soin, bien évidemment, on va s'appauvrir à court, moyen, long terme. Ce n'est pas que noir, ce n'est pas que sombre, ce rôle-là dans nos vies. Ça peut aussi nous apporter de l'enrichissement. Donc, il y a beaucoup de personnes proches aidantes qui vont témoigner du fait que ils considèrent que ce rôle-là a enrichi la relation avec la personne aidée. Ils se sentent valorisés, ils vont se sentir utiles, ils vont nous dire qu'ils ont développé des compétences qu'ils ont pu transférer dans d'autres sphères de leur vie. Ils vont nous dire qu'ils se sentent plus en confiance de leurs aptitudes et ils vont dire que ben, ça a aussi enrichi la dynamique de toute la famille parce que tout le monde a dû mettre un peu l'épaule à la roue, tout le monde a donné un coup de main et donc ça leur a aussi appris à gérer le partage des tâches, à résoudre des conflits au sein de la famille. Donc, il y en a qui vont témoigner quand même d'aspects très positifs dans le fait de jouer ce rôle-là auprès d'une personne aidée de leur entourage. Il y a toutefois réellement des défis de se reconnaître. Je l'ai déjà nommé, il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent pas. Si on ne se reconnaît pas comme étant quelqu'un qui joue ce rôle-là, ben c'est impossible, c'est très difficile d'être reconnu par les membres de notre entourage et donc c'est difficile d'être soutenu par les membres de notre entourage si personne réalise que je suis en train de jouer ce rôle-là puis que je prends des responsabilités supplémentaires et que ça peut être essoufflant, ben c'est difficile d'avoir le soutien de mon réseau. C'est difficile aussi de trouver puis d'obtenir des ressources si je réalise même pas que je suis une personne proche aidante. Ben, si je vois de la promotion pour des services aux proches aidants, mais je pense même pas que ça s'adresse à moi. Parfois, le défi, c'est aussi que la personne aidée accepte de recevoir de l'aide de l'extérieur plutôt que de moi. Euh, de découvrir qu'on a des limites, qu'on peut pas tout faire, qu'on n'est pas des super-héros, puis que même si on aime beaucoup, 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 ben on peut pas nécessairement toujours prendre soin euh, au niveau qui est exigé parce que ça peut être effectivement très, très exigeant. Donc, de découvrir qu'on a des limites, d'être capable de les exprimer et de les accepter, c'est un défi pour plusieurs personnes proches aidantes. Il y a des enjeux de culpabilité. On aimerait pouvoir être des super-héros. On aimerait pouvoir tenir une promesse qu'on a fait, oh, je vais prendre soin de toi jusqu'à la fin de ta maladie ou jusqu'à la fin de tes jours. Fait qu'on fait des belles promesses, puis des fois, à un moment donné, on est confronté à nos limites. Ça génère beaucoup de culpabilité. De prendre du temps pour soi, c'est un grand défi parce que quand il y a quelqu'un à côté de nous qui est en grand besoin, qui est handicapé, qui a des enjeux de santé mentale, peu importe la situation, la condition, ben, on se sent parfois très coupable, nous qui sommes bien portants et en santé, de nous prioriser puis de prendre du temps pour nous. Donc, ça aussi, c'est un phénomène qu'on observe beaucoup chez les personnes proches aidantes. Évidemment, concilier le travail, les études, tous nos rôles, en fait, notre rôle de conjoint, d'amoureux, de papa, de maman, notre rôle d'ami, des fois on est bénévole, on est engagé dans des causes. Concilier tout ça, quand se rajoute le contexte de proche aidance, ça devient un défi vraiment assez intense. Et bon, bien entendu, comme pour beaucoup d'entre nous, demander de l'aide, c'est difficile. On est dans une culture qui favorise beaucoup l'autonomie, l'indépendance, la performance. Donc, demander de l'aide, c'est de se mettre en posture de vulnérabilité, puis c'est très difficile pour beaucoup de personnes. Donc, en contexte de migraine, il y a quand même aussi des spécificités que je trouvais importantes de souligner. Dans le fond, vous le savez, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. La migraine, c'est une condition où il y a beaucoup d'imprévisibilité. Ça exige de revoir constamment nos plans. C'est difficile de planifier. Donc, pour les proches, d'être aussi da- dans cette logique-là, d'être impacté par cette difficulté-là de planifier ou des plans qu'on a fait, qu'on doit annuler à la dernière minute, ça peut être effectivement difficile, ça peut être frustrant, il peut y avoir des frustrations qui naissent de ces contextes-là très spécifiques à la condition de la migraine chronique. Le fait qu'il y ait cette sensibilité-là de la personne qui a la migraine à la lumière, au bruit, à différents éléments de l'environnement, fait que les proches doivent s'adapter,
Donc, ça peut effectivement impacter les relations sociales. Ça peut être difficile pour les gens de notre entourage ou les gens un petit peu plus loin de nous de comprendre pourquoi on doit faire tous ces ajustements-là et toujours faire attention au bruit, à la lumière, etc. Il peut y avoir de l'incompréhension, ça peut devenir un irritant, ça peut être lourd au quotidien. Le fait que c'est une condition invisible, le fait que vous n'êtes pas en fauteuil, on n'est pas en fauteuil roulant, on n'a pas un plâtre, le fait que ça soit invisible fait aussi, génère un peu de préjugés et d'incompréhension de la part de l'entourage. Donc, la dyade, aidant à aider, peut avoir tendance à s'isoler pour ne pas avoir constamment à être confronté à cette incompréhension-là, puis à devoir expliquer constamment pourquoi il faut faire attention à ci, tout ça, pourquoi on a dû annuler à la dernière minute certains plans qu'on avait faits. Évidemment, tous les contextes de proche aidance peuvent générer de l'anxiété, mais dans ce cas-ci, le fait qu'on est toujours aux aguets, qu'on ne sait pas quand est-ce que la prochaine crise va se présenter, fait en sorte qu'il y a une tension qui s'installe, qui est toujours présente, et c'est une fatigue mentale qui peut effectivement affecter la personne aidée, bien entendu, mais son proche également. Et dans le contexte de la migraine, on le voit, on le constate, vous allez le voir ce soir aussi à travers les témoignages, mais ça touche toute la famille, les enfants, des fois les enfants aussi font de la migraine, des fois non, mais bref, ça a des impacts sur la cellule familiale au complet. Il y a des spécificités aussi au niveau de comment les hommes vivent leur proche aidance. Dans le contexte de la migraine, on le voit, les femmes souffrent plus de migraine que les hommes, donc c'est souvent leurs conjoints qui sont les proches aidants. Donc, les hommes vivent pas le rôle de proche aidant de la même manière que les femmes. Ils sont pas tout à fait à la recherche des mêmes services. Ils expriment pas leurs besoins de la même manière. Je peux vous l'illustrer très rapidement juste en vous disant qu'à Info Aidant, même si j'ai 45% d'hommes proches aidants dans la population, quand je regarde les gens qui appellent à Info Aidant, ben c'est 75% des femmes. Donc, les hommes ont de la difficulté à aller demander de l'aide. Nous, on le constate à notre service Info Aidant, puis on le constate dans les organismes communautaires. Les hommes sont moins enclins à aller chercher de l'aide, en tout cas des services comme ils sont offerts dans les organismes communautaires, ils participent moins à des groupes de soutien. Donc, il y a quelque chose de très différent dans la façon de vivre la proche aidance pour un homme. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. Il y a des signes d'épuisement qui peuvent s'installer. Donc, il faut être soucieux, il faut être vigilant pour pas s'épuiser à jouer ce rôle-là. Dans le fond, il y a des questions qu'on peut se poser pour avoir des petits drapeaux qui peuvent s'allumer. Est-ce qu'on a l'impression de ne jamais disposer de temps pour soi? Est-ce qu'on pleure beaucoup? Est-ce qu'on se sent constamment fatigué? Est-ce qu'on a l'impression qu'on est la seule personne sur qui la personne aidée, peut compter? Donc, si on répond oui à certaines de ces questions-là, c'est des petits drapeaux qui s'allument. C'est des indices qu'il faut apprendre à prendre soin de soi. C'est parfois une phrase qu'on n'aime pas trop entendre, on trouve que c'est un peu creux. Tu sais, il faut que tu prennes soin de toi, mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il y a différentes manières de prendre soin de soi. Bien entendu, il faut être doux envers soi. Il faut peut-être taire la petite voix à l'intérieur de notre tête qui nous culpabilise beaucoup puis qui nous dit qu'on n'en fait jamais assez. Donc, se parler à soi-même comme on parlerait à son meilleur ami. Euh, Évidemment, être vigilant par rapport aux signes de fatigue, des symptômes physiques qui peuvent apparaître. Laisser de la place pour exprimer des émotions, peut-être pas auprès de la personne aidée, mais auprès d'amis, de membres de l'entourage, puis évidemment, chercher du soutien. Donc, pourquoi c'est important d'aller chercher de l'aide pour se donner des temps de répit, pour prendre soin de notre santé, pour préserver notre relation avec la personne aidée. En général, on tient beaucoup à cette relation-là. On veut éviter l'épuisement, on veut poursuivre nos activités qui nous ressourcent, dans lesquelles on s'épanouit, que ce soit au travail, aux études ou ailleurs. Puis, ben, dans le fond, c'est pour maintenir notre qualité de vie. Où on peut trouver de l'aide auprès de son entourage, auprès des professionnels du réseau de la santé, mais aussi auprès d'organismes dans la communauté. Il y a Migraine Québec, il y a des associations, il y a toutes sortes d'organisations qui peuvent nous venir en aide. Info Aidant, c'est un service accessible tous les jours de 8h à 20h. C'est un service gratuit, confidentiel et opéré par des professionnels de la relation d'aide. Donc, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, doctorants en psychologie, donc vraiment des professionnels de la relation d'aide qui sont là pour écouter, informer, référer
C'est un service qui s'adresse aux personnes proches aidantes, à l'entourage et aux intervenants et aux professionnels, qui est disponible au téléphone, au bout de la ligne, tous les jours de 8h à 20h, mais également par courriel et par clavardage. Et on a en ligne disponible donc 24 heures sur 7 un répertoire des ressources qui regroupe plus de 1400 organismes communautaires et du secteur de l'économie sociale qui offrent des services aux personnes proches aidantes, donc auxquels on peut avoir accès en tout temps dans le confort de son foyer sur le site web de l'appui. Et on a également des programmes de formation en ligne. On a 2 programmes qui s'adressent plus aux proches aidants d'aînés, mais on a également un programme qui devrait arriver d'ici quelques semaines qui s'adresse à toutes les clientèles de proches aidants et qui est sur la gestion du stress. Donc, c'est des programmes qui se déroulent sur quelques semaines et qui sont en ligne de manière asynchrone, dans le confort du foyer, à l'écrit. Donc, c'est aussi une autre modalité d'intervention qui peut être intéressante pour des personnes proches aidantes. Donc, j'ai fait le tour rapidement. J'espère que ça a été instructif pour les participants du webinaire et je suis disponible pour poursuivre les échanges avec les personnes proches aidantes. Merci beaucoup, Julie. C'était super intéressant. Puis j'aime bien comment déjà tu as mis la table là, pour la réalité proche de la migraine. Là. Je trouvais que je reconnaissais un peu ce qu'on vit, mon conjoint et moi. Donc, on va se reparler tout à l'heure. On va enchaîner avec le témoignage d'Anne-Marie, qui est maman d'une jeune femme qui vit avec la migraine. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour. Bonjour, bonjour, ça va bien. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire-là. Je sais que vous êtes vous êtes déjà présente sur un autre webinaire en même temps, un autre groupe de Oui. soutien. Donc, je vous laisse aller. Racontez-nous un peu votre expérience, vous, comme personne proche aidante. Puis, on se reparle tout à l'heure. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Anne-Marie. C'était important pour moi de faire du temps ce soir pour participer à ce webinaire organisé par Migraine Québec, parce que Migraine Québec, c'est une très belle ressource. C'est une ressource qui nous a aidés, ma famille et moi, à différentes étapes dans le parcours de notre fille qui est atteinte de migraine chronique. Donc, je suis la maman, la mère d'une jeune femme qui a aujourd'hui 27 ans. Et avec son père, nous avons été ses premiers proches aidants. Aujourd'hui, notre fille a un cercle un peu plus étendu de proches aidants. On est encore là, on est content d'être encore là. Elle revient vers nous pour différentes difficultés sur son parcours. À l'âge de 15 ans, notre fille s'est réveillée en pleine nuit avec un mal de tête qui n'a jamais arrêté depuis. Alors, ça fait 12 ans qu'elle a mal à la tête, jour et nuit, 365 jours par année. C'est lourd. C'est lourd quand on a 15 ans. C'est lourd quand on franchit l'adolescence, qu'on arrive à l'âge de jeune adulte, que les amis ont des vies sociales éclatées. C'est lourd d'avoir mal, de rester dans le salon avec papa, maman. C'est lourd de se sentir privé de sa vie. C'est lourd pour les parents aussi, de voir que ce qu'on a vécu avec nos autres enfants plus vieux, ça se produit pas là. C'est pas possible, hein? C'est difficile, ça, à accepter. Grâce à la médecine, l'intensité de la douleur de notre fille a diminué. Mais parce que la douleur est présente depuis plusieurs années, à un certain point, un syndrome de douleur chronique est venu s'ajouter à tout ça, comme ça arrive souvent pour bien des migraineux. Ce n'est pas une exception. Là. Je ne vous parle pas de quelqu'un là, qui est un électron spécial dans tout ça. Mais pour nous, tout était nouveau. Hein? Et c'était notre enfant qui était atteinte. Alors ça, c'était plus difficile. Le soutien qu'on apporte à notre fille est toujours important pour elle. Je vous rassure tout de suite, elle a 27 ans, elle mène une vie indépendante et on a atteint
à ses côtés, elle a atteint des objectifs et nous étions à ses côtés pour l'atteinte de ces objectifs. Il y en avait 3, clairement pour moi, dès le départ. Atténuer la douleur, quand j'ai fini par comprendre, et elle aussi, que ça s'en irait pas. Poursuivre les études. Ça, c'était, en tout cas, elle, c'était une adolescente. À un moment donné, elle aurait lancé la serviette, mais pour moi, c'était primordial. Et faire en sorte qu'Emma ait une vie heureuse. Ça, c'était très important. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des défis, il y a des joies, il y a des difficultés, il y a des peines, mais une part de bonheur intérieur, des repères pour le bonheur, malgré les difficultés particulières auxquelles elle était confrontée. Ça, c'était important. Et nous, ses parents, quand on la regarde aujourd'hui, on voit que la douleur est mieux contrôlée que ce que c'était à l'adolescence. On voit qu'elle a poursuivi ses études, elle a réussi ses études, elle a un emploi, elle a un travail à la mesure de ses talents. Hein? Il y a des compromis qui sont faits sur autre chose, là. Mais à la mesure de ses talents, oui. Et Emma, c'est quelqu'un qui a une capacité à trouver son bonheur. Rapidement, on s'est rendu compte qu'on vivait avec quelqu'un de plus sage que son âge. Et on a beaucoup appris de ça. Ça a été gratifiant, réconfortant de voir ça au beau milieu des autres choses qui nous plaisaient pas. Parce qu'il faut le dire, hein, quand quelque chose n'est pas le bienvenu, on va trouver un espace pour l'accueillir, mais ça reste qu'au départ, on le sait, c'est une maladie, c'est des pertes, c'est des X. Hein? Puis ça, c'est toujours là. Emma vient toujours vers nous pour de l'écoute, de l'encouragement ou encore du soutien beaucoup plus concret. Là, on se met les 2 mains dedans pour appuyer. Puis c'est correct. Nous, on se sent utile là-dedans. Puis ça, c'est quand on est capable de cocher ça comme proche aidant, comme parent, c'est le gros morceau. De dire, aujourd'hui, j'ai été utile à la personne que j'accompagne, à mon enfant. Notre aide, comme proche aidant, elle a évolué au fil des années. Ben oui, 15 ans, 27 ans, hein, vous voyez, il y a un changement de la personne, un changement de la maladie. Au début, bon, il fallait faire face au mystère des symptômes qui s'en prenaient à notre fille. Ensuite, le choc du diagnostic. Comment ça se fait que sa vie est en l'air pour nous dire elle a une migraine? On ne connectait pas, là. Ensuite, la recherche du traitement. Au début, un traitement pour la guérir. Ça, on a compris, non, un traitement pour la soulager. Et encore là, il a fallu l'accompagner pour vivre la quantité de traitements essai-erreur. Hein? On en essaie des médicaments avant de trouver, pas un médicament, un cocktail de médicaments. Hein? L'accompagnement pour les études, bon, c'est arrivé, elle était au secondaire. Après ça, il a fallu aller vers l'école pour dire, ben, on a besoin d'aide. Emma ne peut pas aller à l'école. Hein? Ensuite, on a modulé avec le cégep. Ensuite, ben, elle est rentrée à l'université. Et puis, elle a commencé avec un certificat. Hein? Et puis après ça, oups, ça s'est transformé en baccalauréat. Elle a commencé sa maîtrise. Ça a tout été des étapes qu'on a pris le temps de célébrer aussi. Et d'accompagner et de comprendre que tout serait plus lent, tout serait plus long, puis que c'était correct. J'ai vu, quand je me suis joint à vous, bon, les adaptations qu'on a à faire par rapport à la vie familiale. Bon, il y avait encore ses frères qui vivaient ici. À un moment donné, bon, ils sont partis, mais ça reste que même nous, moi, je travaillais de la maison, alors la lumière, les sons, les odeurs, tu sais, il faut tout atténuer tout ça, puis essayer
de faire nos choses au travers tout ça. Bon, on a fait plein d'essais avec l'alimentation, l'impact sur l'humeur de la personne qui est, je ne veux pas dire de la personne qui est migraineuse, mais de la personne qui est malade depuis si longtemps, peu importe la maladie, hein? Ça a un impact sur notre humeur et puis on négocie la vie ensemble autour de ça. Tout le monde ensemble, ici, la famille, il a fallu qu'on trouve une façon de vivre la maladie. C'était pas ça, c'était pas présent dans notre vie avant. Après ça, de vivre avec la maladie. Puis la marche suivante, ça a été de vivre en dépit, en malgré la maladie. C'était tous des apprentissages. On s'est donné du temps pour le faire. Et nous, ben, on est les parents. On a signé un contrat à la naissance, on a eu un coup de foudre à la naissance avec chacun de nos enfants. On est dans l'amour, on est dans le don. Jamais on s'est dit, ben là, je suis tannée. C'était tellement difficile aussi, ce qu'on vous voyait, qu'on ne pouvait pas se permettre, nous, de baisser les bras. Hein? Puis ça, c'est une énergie. Moi, je l'ai pris comme une énergie pour le proche aidant, de me dire, elle tient bon, je tiens bon. Ou, elle est dans un creux, je tiens bon. Peu importe ce qui se passait, je tenais bon. Je dirais que mon rôle de proche aidant avec ma fille malade, c'est de savoir comprendre, savoir agir, savoir réagir et savoir attendre. Alors, quand je mets le mot savoir là-dedans, ça veut dire que à un certain moment, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus y aller juste avec ce qui me venait. Il fallait que je prenne le temps de réfléchir, d'y penser, avant de poser mon geste, de dire la parole, de proposer. Hein? Toujours dire au lever, t'es comment aujourd'hui, t'as-tu mal? Non. Ah, ça va pas, veux-tu qu'on aille prendre une marche? Non. Alors, prendre une distance pour réfléchir à ce que je pouvais faire dans l'accompagnement collé. Vous voyez? Une distance pour mieux me rapprocher. Ça a été très utile. Bon, j'y vais. Là, j'ai des éléments que j'ai préparés. Dans notre système de santé au Québec, là, le proche aidant, ben, il est également appelé à accompagner dans le réseau de la santé. Il est appelé à suppléer au manque de ressources dans le réseau. Il est appelé, le proche aidant, à trouver un chemin dans les dédales du réseau. Et parfois, il est appelé à défendre les droits et les intérêts de son malade. J'ai toujours trouvé que c'était injuste de demander ça à la personne malade. Puis ça faisait déjà un bon bout de temps que j'accompagnais ma fille là-dedans, puis que j'avais cette réflexion-là. Et là, tout à coup, il est arrivé quelque chose dans notre vie, c'est qu'à mon tour, j'ai été malade. Et ma fille est devenue ma proche aidante à sa mesure. Et il y a un cadeau en toute chose. Hein? Alors, là, j'étais dans l'autre position, puis j'ai beaucoup appris sur ce qu'on est capable d'exprimer quand on est malade, puis ce qu'on est capable de recevoir quand on est malade. Elle a été merveilleuse comme proche aidante. Moi, ma maladie était délimitée dans le temps. Quand je suis sortie de là, j'étais contente d'être là pour elle comme proche aidante qui avait appris en ayant pris un bain dans la maladie. Ça a changé ma perception de ce que je devais faire, de comment je devais me comporter. J'ai essayé d'être meilleure et tout ça dans un bain d'amour. Puis ça, je pense que
On parle, bon, de comprendre, savoir, on parle d'empathie, on parle d'action, d'agir, mais le plus important, aimer, être capable de faire des gestes d'amour, se sentir aimé, être capable d'accepter des gestes d'amour. Puis comme je dis toujours, puis ça va finir là-dessus, puis ma fille, quand elle va regarder la vidéo, elle va trouver ça un peu quétaine. Avec l'amour, on peut tout. Mais ça, c'est ma ligne à moi, c'est un classique. Alors, merci du temps que vous m'avez accordé pour ce bref témoignage. Il y a plein de choses à dire là, sur la proche aidance, mais de mon expérience spéciale avec notre fille et avec cette présence d'une maladie qui va toujours être là. C'est ce que je pouvais vous en dire. C'est possible de retrouver les bases du bonheur, puis d'être dans une connexion vraiment spéciale et profonde avec les gens qu'on aime, puis qui nous retournent tout plein d'amour. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour ce beau témoignage et aussi ce beau résumé un peu des défis de la migraine, puis des défis de... Parce que moi, je me reconnais beaucoup dans le parcours de votre fille, tu sais, je l'ai vécu un peu plus vieille qu'elle, mais c'est un petit peu la même chose qui m'est arrivé. Moi, c'est le travail qui m'a été enlevé, c'est fait que je reconnaissais beaucoup de choses, puis dans l'adaptation de toute la famille autour de la personne qui souffre, puis qu'elle aussi voudrait donc être ailleurs dans sa vie. Puis c'est dur d'apprendre à demander, c'est dur d'apprendre à recevoir. Donc, je pense qu'elle est très choyée, votre fille, de vous avoir auprès d'elle. Mais comme je l'ai dit, hein, on vit avec une personne plus sage que nous tous. Alors, on est choyés. Merci Anne-Marie, merci vraiment beaucoup. On va poursuivre en fait avec, je pense, hein, je sais pas, bonjour Jean-Étienne. Jean-Étienne est mon conjoint. Je crois on va poursuivre plus en mode un petit peu conversation. Je trouve qu'Anne-Marie, elle a déjà couvert beaucoup d'aspects, notamment très bien l'aspect de l'amour qui fait que ça peut tenir malgré tout. Ce qu'elle a peut-être moins abordé, puis que j'aimerais peut-être aborder avec toi, Jean-Étienne, c'est un petit peu les défis que toi, tu vis comme personne proche aidante, dans le fond, dans ton quotidien avec une femme qui est atteinte de migraine à tous les jours, là. Bonjour. Dommage parce que Anne-Marie soit partie parce que j'aurais voulu la féliciter parce qu'effectivement, ça représente quand même très bien la situation. Effectivement, c'est très dur d'ajouter des détails après une description aussi éloquente. Bon, dommage, je n'ai pas là pour recevoir les fleurs, là, mais donc, ta question, c'était quels sont les défis du proche De toi, aidant? tu vis. De Oui, toi, personnellement. oui, c'est ça. Mais tantôt, je me faisais des notes et puis avant de commencer, et puis pour histoire d'avoir un peu où je m'en allais, puis finalement, Julie, elle a volé toutes mes punches. Euh, Mais en gros, oui, c'est ça. C'est le défi quand tu es proche aidant, c'est de réussir à te retrouver là-dedans. Les premières étapes, c'est toujours d'essayer de comprendre. Tu ne sais pas que tu es en train d'essayer de comprendre, que tu es en train de t'adapter à une nouvelle situation. Tu crois que c'est quelque chose qui est passager, fait que tu l'attaques comme un événement qui est passager, comme une crise du verglas, comme une panne de courant, comme un malaise temporaire. Fait que donc tu l'attaques pas comme quelque chose qui va arriver qui va durer longtemps ou qui va peut-être durer tout le temps. Et puis, en partant avec le recul, un jour, j'ai réalisé que ça serait toujours là, ça serait toujours dans cette situation-là. Puis je me suis dit, bien, avoir su, j'aurais peut-être fait des actions différentes. C'est dur à dire exactement qu'est-ce que j'aurais fait, mais j'aurais fait des actions différentes dans un contexte où ça va être plus un marathon qu'un sprint ou une passe ou quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup de situations où, surtout avec un jeune bébé à ce moment-là, au lieu de juste me dire, ben, je vais
je vais m'en aller avec le bébé, puis je vais aller faire quelque chose, je vais juste quitter la maison. Ben, je restais là en me disant, ben, elle va ressortir de la chambre, la migraine va passer, puis je réalisais pas que ben, c'est comme ça tout le temps, puis pour longtemps, et puis que ben, maintenant, il faut que tu t'équipes, il faut que tu trouves des actions pour que te dire t'occuper avec ta situation actuelle. Faut que c'est ça. Euh, Évidemment, à une époque où notre enfant était plus petit, ben, c'était comme un concept de pratiquement de monoparental par moment. Donc, c'était comme ça qu'il faut le voir. Euh, donc, ça, c'était les défis qu'on vivait. Maintenant, ça s'est beaucoup atténué parce qu'on a un enfant qui est grand, donc qui est beaucoup plus autonome, qui nous aide beaucoup. Alors, ça contribue grandement. Euh, Après ça, Et aussi, je pense, tu parles de ça s'est atténué, mais je pense que surtout, on a énormément appris. Tu oui, sais, on a appris sur la migraine, on a appris, moi, j'ai fait énormément de démarches. J'ai un parcours, mettons, que je suis allée chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide, beaucoup de types de thérapeutes différents. Appris à composer avec la migraine, composer avec les limites, à mieux gérer le temps, à mieux gérer l'énergie, ce qui a vraiment été la clé parce qu'au début, on s'adaptait justement, comme tu disais, avec un jeune bébé, puis c'est arrivé, je me rappelle de scènes où c'est arrivé où moi, j'avais de la difficulté à comprendre était où ma limite. Puis quand je l'exprimais, il était déjà trop fort. Quand je disais j'étais fatiguée, mais tu me disais une demi-heure, j'étais fatiguée. Mais je me sentais trop mal de te dire, ah, tu pourrais-tu comme t'occuper du petit, parce que je te fais, jusqu'au moment où j'arrivais, je peux plus. Puis je me rappelle une fois, puis je pense que c'est un peu un running gag entre nous, où je t'ai carrément quasiment donné le bébé d'un bras, puis t'avais la perceuse dans les mains, tu sais. T'as fait comme, et ouais, non, là, je peux plus maintenant, là, tu sais. Fait que ça a été beaucoup ça, d'apprentissage. Fait que exactement. ça nous a aidé, je pense, le plus à apprendre à mieux comprendre, mieux connaître la migraine, à mieux travailler avec. Et je pense que la conséquence majeure que ça a eu sur notre famille, comme famille, c'est qu'on a appris à travailler à relais, toi et moi. Donc, tu parles d'un contexte de monoparentalité, mais je pense des fois, on l'a vécu un peu dans le sens où ce qu'on faisait, c'est que tu t'occupais du petit pendant que je me reposais, je me réveillais, je m'occupais du petit, tu allais faire, mettons, les commissions, là, tu revenais, j'étais fatiguée, Fait que maintenant, encore à ce jour, pour nous, c'est un défi d'être les trois ensemble. On a Oui. travaillé beaucoup à relais. C'est la façon qu'on a survécu. Ça s'applique aussi aux loisirs, malheureusement, parce que ça fait en sorte que puisque tu es à relais, ben, des fois, la portion que tu as du temps à toi, ben, c'est là que tu en profites pour avoir des loisirs personnels, mais ça coupe beaucoup dans les loisirs de famille et de couple, ce qui est assez, qui rend cette portion-là plus difficile. Donc oui, effectivement, c'est un défi, ça. Mais c'est en même temps une méthode pour passer au travers, mais ça a un effet qui peut être insidieux, justement. Donc, tu vas atteindre ton objectif pratico-pratique, mais en même temps, ça va être moins nourrissant au niveau familial, au niveau pour ton couple, ça c'est clair. Puis, tu sais, je cherchais des exemples tantôt de qu'est-ce que j'aurais pu faire si j'avais eu une vision plus à long terme, un peu plus marathon une vision plus à court terme. Ben, si j'avais eu une vision plus à long terme, ben, j'aurais été capable plus rapidement de prévoir le coup puis de me ramasser moins rapidement que la perceuse dans les mains, justement. Là. J'aurais compris plus rapidement que cette situation-là n'est pas temporaire. Donc, par conséquent, si j'ai des travaux à faire, par exemple, dans un cas concret comme ça, ben, il va falloir que je m'attende à ce que ça finisse très rapidement, plus vite que ce que je pensais. Puis que justement, il fallait que je prévoie mes choses en conséquence. Alors que vu que j'avais toujours cette pensée que ça allait terminer, puis que ouais, mais c'était la dernière migraine ou ça va être fini dans 2 semaines, ça va être fini dans un mois ou peu importe, ben j'ai pas besoin de m'adapter. Alors que c'est ça, dans le fond, c'est que du moment que tu comprends que ça va durer longtemps, mais c'est que tu vas t'adapter. Il y a beaucoup de moments de frustration. Puis après ça, la phrase qui me revenait tout le temps dans ma tête, je dis, mais si toi, tu es frustré, comment tu imagines qu'elle, elle peut l'être encore plus? Parce que toi, tu continues à travailler, tu continues quand même à avoir des amis, à sortir un peu, avoir une vie à l'extérieur, alors qu'elle, elle est prise quand même avec ça. Donc ça, c'est pas une question de se rendre coupable ou moi, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est pas une question donc de se rendre coupable, mais c'est une question de se mettre en perspective puis de comprendre que oui, tu as le droit d'être frustré, mais que c'est pas de sa faute à cette personne-là. C'est pas que elle, cette personne-là, elle est réellement prise avec le mal. C'est son quotidien à elle, c'est ça.
Puis je pense aussi que la chose qu'on n'a pas faite assez, c'est de demander de l'aide. Ouais. On s'est beaucoup arrangé tous les deux tout seuls. On s'est rendu compte, en fait, que l'offre spontanée d'aide, elle n'arrive pas. Il n'y a pas personne. En tout cas, nous, autour de nous, on n'a pas eu vraiment des gens qui sont arrivés spontanément. Mais On a reçu de l'aide quand on en demandait, mais c'est ça. de Quand on oser demandait de demander. l'aide, Oui. ouais, C'est quand on normal. demandait de l'aide, elle apparaissait. Ouais. Exactement, c'est normal. Tout le monde est pris dans sa vie. Fait que les gens, ils réalisent pas, surtout sur quelque chose qui dure sur si long terme. Puis de oser demander de l'aide, ça fait toute la différence. Puis je pense que c'est quelque chose qui aurait pu changer beaucoup de choses pour nous. Et de savoir que des organismes comme l'appui existent, je savais même pas que ça existait. Je savais même pas que tu te qualifiais comme proche aidant, tu sais. Ouais, Mm. tu sais, puis je pense que c'est ça la clé, c'est de demander de l'aide. Tu sais, tu sais, autant avec la migraine, c'est une maladie qui est compliquée nous-mêmes à recevoir de l'aide, où il y en a beaucoup d'éducation à faire, on a beaucoup à apprendre sur notre maladie, on est beaucoup laissé à nous-mêmes, comme Anne-Marie l'a dit, dans le dédale médical, dans le dédale judiciaire aussi, dans mon cas, avec toute une saga avec les assurances. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup, et t'es un peu perdu, puis le conjoint aussi là-dedans. Donc, c'est normal de demander de l'aide et c'est donc difficile de demander de l'aide. J'ai un petit peu envie de réouvrir le micro à Julie par rapport à ça euh, pour voir comment c'est aussi dur de demander de l'aide, mon Dieu, Seigneur. Ben, tu sais, j'ai semé une hypothèse, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a plein de raisons, mais c'est sûr que en termes culturellement, on est quand même, on est élevé, on est dressé à être des personnes autonomes. Tu sais, on valorise, culturellement, on valorise beaucoup, Entièrement beaucoup d'accord. l'autonomie, l'indépendance, le fait de se débrouiller seul. Tu sais, fait que c'est très, très présent dans notre culture. Donc, de déconstruire ça, puis, tu sais, je trouve, tu sais, Anne-Marie, je trouve ça le fun que tu le nommes, parce que, tu sais, si on avait demandé de l'aide plus tôt, si on avait, tu sais, le parcours aurait peut-être été différent, puis j'entendais Jean-Étienne parler de faire des travaux, ben, tu sais, effectivement, s'il entreprend des travaux, il veut pas être interrompu après 15 minutes parce que là, c'est frustrant, il n'a pas rencontré ses objectifs, il y a comme quelque chose, tu sais, bon, mais si effectivement, on invite quelqu'un cette journée-là pour être là en soutien, ben, il est complètement dégagé à ce moment-là, puis il peut se consacrer à ses travaux, tu sais, fait que, effectivement, de capitaliser sur son réseau social. Ça peut être un réseau social, tu sais, les gens peuvent être effectivement, à partir du moment où ils prennent conscience qu'on aurait besoin de ce coup de main-là, ils vont généreusement, tu sais, venir à notre aide, mais ça peut être aussi des ressources. Il y a des ressources qui existent. Tu sais, des fois, on s'en met beaucoup parce que socialement, c'est ce qu'on pense qu'il faut faire. Parce que, tu sais, entretenir ta maison, quand tu es bien portant, là, je veux dire, Jean-Étienne, il est bien portant. Tu sais, entretenir sa maison, pour lui, ça va de soi, il est supposé C'est de faire ça. exactement ce que j'allais dire, oui. Ça fait partie de son rôle, ça fait partie de sa job, ça fait partie de ce qu'on attend d'un homme bien portant de son âge, tu sais, d'être capable de gérer sa maison. Mais ça se peut que, ben non, c'est dans le contexte dans une certaine période, dans un certain contexte, ça soit l'affaire de trop, tu sais, ça soit. C'est Puis, quelque chose que j'ai compris dans les dernières années, effectivement. C'est sûr que là, ça coûte des sous. Puis des fois, ça peut être frustrant parce que tu te dis, ouais, ça vient de me coûter très cher. Puis là, je les ai vus. Là, puis il me semble que je l'aurais fait plus lentement, mais ça m'aurait coûté moins cher. Mais dans beaucoup de situations, c'est ça, quand j'ai compris que je pouvais engager des gens pour faire des choses, des fois, ça aide beaucoup parce que ça a le côté où ça a une fin, puis c'est pas toi qui s'en occupe. Et puis, tu as pu concentrer ton énergie à autre chose. Même si cette énergie-là, c'était juste d'être assis sur ton balcon, à faire autre chose, à juste à lire un livre, à boire une bière ou à écouter la télévision, c'est pas grave. Mais même si l'énergie, exemple, de remonter une clôture, de poser du silicone ou de peinturer, c'est pas des choses toujours très complexes. Il reste que c'est du temps, c'est de l'énergie que tu n'as pas à concentrer à toi, à tes loisirs, à justement
notamment à ton proche aidé. Mhm. Euh, Mhm. et puis aussi, ben, dans notre cas, notre enfant, notre fils, qui lui, il ni un ni l'autre, il n'est pas un proche aidant, il n'est pas un proche aidé, il est juste un enfant normal qui a besoin de l'attention normale d'un enfant. Donc, tu vas le retrouver d'une certaine autre manière, d'un autre côté. Et c'est sûr qu'on des fois, on voudrait garder les sous dans nos poches pour faire autre chose, mais après ça, tu t'en récoltes les bénéfices. Puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre ça. Et puis, c'est ça. C'est le meilleur exemple, c'est la période des pneus en ce moment et je ne touche plus à mes pneus. Je fais au lieu de le faire moi-même, mais je le fais faire, puis j'attends dans la salle d'attente. Quand je reviens, c'est fait, puis j'ai pas eu besoin de faire ça. C'est un exemple très, très concret qui s'en vient. J'aimerais savoir, en attendant que les gens écrivent, Julie, tu sais, spontanément, comme ça, à la lumière, tu sais, de ce que tu connais, de la migraine, de ce un peu ce qui a été dit par Anne-Marie, tout ça, tu sais, spontanément, là, tu sais, quelqu'un qui dit, ouais, OK, j'aurais besoin d'aide, il commence par où? Il commence par appeler Info Aidant? Euh, Ben oui, effectivement, parce que chaque situation est OK. différente, puis dépendamment de où la personne est dans la trajectoire. C'est un super de bel exemple qu'on a ce soir. Anne-Marie l'a nommé, tu sais, au début, le choc du diagnostic, après la navigation dans le réseau de la santé, la défense de droit, tu sais, je veux dire, dépendamment de où est la personne, est-ce qu'elle est au tout début? Elle est comme sous le choc, elle vient d'apprendre que son proche a cette condition-là, puis elle, tu sais, elle tape migraine, bon, elle va tomber sur le site de Migraine Québec, cool, génial, c'est super. Fait qu'elle va déjà avoir accès à un réseau d'entraide, un réseau de soutien, des conférences, des webinaires, tout ça, mais ça se peut que assez rapidement dans sa réalité, elle ait d'autres besoins. Fait qu'Info Aidant, ce qui est merveilleux, c'est que les gens peuvent nous appeler à tous les moments de leur trajectoire. On prend un certain nombre d'informations. Si la personne veut nous partager son contexte de proche aidance, puis qu'elle accepte qu'on garde une trace de ça, ben, si elle nous rappelle 6 mois plus tard, elle n'a pas besoin de répéter son histoire. On garde une certaine trace des informations qu'elle consent à nous donner. Donc, tu reparles à un conseiller, puis bon, très rapidement, avec ton dossier, il est capable de voir que c'est un contexte de migraine, tout ça, des choses que vous avez déjà essayées, puis il va pouvoir te référer vers d'autres ressources. Si 6 mois plus tard, ben, ce qui devient problématique, c'est le ménage. Ben, dans le fond, ça se peut qu'une entreprise d'économie sociale en aide domestique, ça soit une belle référence, une belle ressource pour un contexte où il y a effectivement un jeune bébé, une maman puis un papa qui essayent de se démerder avec, avec toutes les responsabilités qui viennent avec la gestion d'une maison, d'une famille, d'un enfant, puis que ben, ça serait bienvenu de faire appel à une ressource, à une entreprise d'économie sociale. Les coûts sont plus accessibles, c'est pas aussi dispendieux que de faire appel avec quelqu'un au privé. Donc, on peut diriger vers des ressources comme celle-là. Fait que vraiment, en fonction du contexte, nous, chaque personne qui nous appelle, c'est une situation unique de proche aidant et on prend le temps de bien comprendre le contexte, où est la personne proche aidante. Donc, c'est pour ça qu'on parle de notre service comme un service d'écoute. D'abord, il faut écouter, il faut comprendre c'est quoi le contexte, d'information, donner des informations justes, à jour, euh, et adaptée, pertinente et crédible et référée s'il y a un besoin d'être référé vers une organisation, une ressource dans la communauté. On a aussi des collègues qui travaillent dans toutes les régions du Québec, donc on a un accès aussi privilégié à tous les services qui se développent en termes de soutien psychosocial. Des fois, les gens, tu sais, un groupe d'entraide offert par Migraine Québec peut être super intéressant, mais ça se peut qu'on ait envie aussi de participer à un autre type de groupe de soutien qui est offert par un regroupement de personnes proches aidantes. Fait qu'il y a d'autres types d'organisations. Un centre d'action bénévole va offrir des repas, va offrir de l'aide pour pour le transport. Ça se peut qu'on puisse pas accompagner un proche à son rendez-vous médical, mais il y a des bénévoles qui peuvent le faire. Fait que peut-être que si on trouve personne dans l'entourage, on peut faire appel avec un service communautaire. Donc, il y a toutes sortes de services dont on ne connaît pas l'existence tant qu'on n'en a pas eu besoin. Et donc, voilà. Donc, ça fait partie des choses que l'on fait à InfoAidant. Ah, c'est super. Donc, dans le fond, c'est un peu un guichet là, qui permet de rediriger vers différentes ressources qu'on ne connaît pas nécessairement l'existence. Exactement. Je crois que J'ai c'est une
Oui, vas-y, mon amour, Mais je crois que j'allais c'est dire une important comment je dis, ce que j'aime de ce que t'expliques, Julie, c'est le fait que quand tu discutes avec quelqu'un, donc son travail, c'est de t'aider, c'est qu'il va te donner des solutions qui sont super simples bien des fois, mais que tu n'avais pas pensé, justement. Ça peut être aussi simple que ça. Des fois, on peut se dire, mais j'ai pas besoin d'aide, je suis capable de m'arranger tout seul, mais oui, tu es capable, mais dans le fond, c'est que tu discutes avec quelqu'un qui, en plus d'être neutre, va peut-être te donner des idées que tu n'avais pas pensées, puis après ça, tu vas être capable de les accomplir tout seul aussi, même à ça. Oui, puis Hmm. j'ajouterais que pour les personnes proches aidantes, c'est parfois, il y a souvent une retenue à exprimer leur épuisement, leur besoin d'aide avec la personne aidée, tu sais, ou même dans leur cercle proche. Tu sais, il y a comme un, ils se sentent mal d'exprimer ça, peur du jugement, en tout cas, pour toutes sortes de raisons. Donc, de parler à quelqu'un de professionnel qui est dans la bienveillance, dans l'empathie et dans le non-jugement, c'est parfois juste ça, ça fait énormément de bien parce qu'il y a des contextes où de se tourner vers les membres de la famille, c'est pas, on se sent pas à l'aise, on se sent pas confortable d'exprimer justement qu'on on traverse un moment de ras-le-bol ou on traverse un moment de c'est lourd. Anne-Marie le disait, c'est lourd. Tu sais, ça peut Ouais. être très, très, très lourd. Puis de dire à la personne que t'aimes que sa maladie, que tu trouves ça lourd à côtoyer, cette maladie-là, ben, on se sent pas bien d'exprimer ça. Ouais, puis c'est dur à recevoir aussi pour la Ben oui. personne qui le vit parce qu'on se sent déjà tellement coupable de qu'est-ce qu'on fait vivre à nos proches. Tu sais. Puis c'est drôle parce que, mais c'est pas drôle, mais il y a une question dans ce sens-là. D'ailleurs, une participante qui dit que lorsque sa fille a besoin de silence, donc sa fille est sous une migraine, elle se sent frustrée, des fois agacée, quand elle demande de se taire ou d'arrêter ce qu'elle est en train de faire. Puis là, après ça, elle se sent coupable de se sentir comme ça. Puis, tu sais, elle a dit, qu'est-ce que vous suggérez? Tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, puis En fait, il y a certainement pas de recette magique, mais c'est sûr que la communication est une clé, hein. La saine communication, je trouvais qu'Anne-Marie avait amené une clé super importante, tu sais, de cette saine distance, tu sais, d'être capable, c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Il y a parfois la communication peut être très difficile à un moment X, un épisode plus difficile ou quelque chose communication est bloquée. Parfois, effectivement, de faire appel à un professionnel ou parler avec quelqu'un, appeler à la ligne info aidant, tu sais, avoir juste le reflet de quelqu'un d'autre nous aide un peu à débloquer nous-mêmes comment on veut exprimer les choses. Parce que des fois, c'est juste de trouver les bons mots et le bon moment pour exprimer, puis pour débloquer une situation. Puis ça se peut que la première fois, ça ne fonctionne pas, puis que la réaction de l'autre ne soit pas la réaction qu'on aurait souhaité, mais ça ne veut pas dire que la communication puis que la conversation ne peut pas se poursuivre demain, après-demain, dans une semaine, et puis qu'éventuellement, on ne réussira pas à trouver, tu sais, à s'ajuster, à trouver l'équilibre. Donc, il ne faut pas se décourager, certainement. Faut pas prendre la voie de l'évitement. Il faut continuer à essayer de toujours communiquer le plus adéquatement possible nos besoins, nos propres limites, que l'autre soit capable de les entendre aussi. Puis parfois, nous, on le voit dans certains contextes, ben, les familles ont besoin pendant une fois, deux fois, trois fois de quelqu'un qui va venir aider à, à faire en sorte que la communication passe mieux entre chaque personne au sein de la dyade ou au sein de la famille. il y a un témoignage justement dans la boîte où quelqu'un dit elle vit avec la migraine chronique quotidienne, donc comme moi depuis 2008, mais qu'en plus elle est proche aidante de ses parents qui sont vieillissants et que, tu sais, elle s'épuise là-dedans. Donc, tu sais, elle dit, je ne sais plus quoi faire, c'est difficile, tu sais, j'ai un petit peu envie de dire, je pense que ça peut être vraiment pertinent d'appeler Info Aidant, d'aller la Absolument. chercher, l'aide, là. C'est Absolument, important. absolument. Puis des fois, c'est juste, c'est ça, on a besoin de se faire guider vers certaines ressources qui peuvent être en soutien. Puis tu sais, selon les contextes, on peut effectivement leur donner certaines pistes pour aider les gens là, à débloquer certaines situations qui semblent sans issue parce qu'on est justement dans un grand état d'épuisement. Je trouve ça super intéressant parce qu'on a un peu l'impression, quand, tu sais, avec le système de santé qui est débordé, on a un peu l'impression qu'il n'y en a comme pas des ressources, tu sais.
Fait qu'on dirait qu'on n'ose pas aller la faire. Je suis vraiment contente ce soir qu'on démystifie ça, puis qu'on dit, ben non, mais il y a de l'aide, on peut vous aider. C'est juste que justement, ça fait du bien de pouvoir se reposer quelque part. Tu sais, pas Migraine Québec peut donner de l'aide et du soutien sur la migraine, mais OK, tu sais, ben, les proches aidants aussi, tu sais, peuvent aller chercher. Puis, on a un autre témoignage d'une maman ou d'un papa qui dit que son adolescente souffre de migraine chronique, puis qu'elle veut pas faire les changements de mode de vie qui sont recommandés comme les heures de sommeil régulières, le changement de régime, l'exercice. Puis, peut comprendre pour un adolescent, ça doit être, tu sais, la migraine exige une vie quasi monastique. C'est comme tellement contraire à l'énergie de l'adolescence où tous tes amis peuvent faire la fête, puis peuvent se coucher tard, puis que toi, tu sais, je comprends tellement, ça doit être tellement difficile. Puis quand la personne dit c'est frustrant observer, puis ils se sentent impuissants, parce qu'ils se disent, là, tu fais pas ce que tu devrais faire pour t'aider, puis on a toujours l'impression qu'on devrait en faire plus. Et bon, la personne dit des suggestions. Le sentiment Ouais. d'impuissance est un sentiment extrêmement répandu dans des contextes comme celui qui est décrit, mais aussi dans d'autres contextes où on essaie d'aider les gens, puis ça semble être difficile parce que les gens ne sont pas nécessairement prêts à faire les changements au moment où on pense qu'ils devraient les faire ou ça serait judicieux de les faire. Donc, je reviens à Anne-Marie parce que j'ai trouvé qu'il y avait tellement une belle clé dans son témoignage par rapport à cette distance-là, puis cette acceptation-là, qu'on accompagne. On accompagne, on ne peut pas faire à la place, on ne peut pas aller plus vite. Tu sais, quand elle parlait du fait qu'elle a accepté, un jour, elle a accepté que les choses n'allaient pas se passer comme elle aurait voulu que ça se passe et que ça n'allait pas aller se passer aussi vite qu'elle aurait voulu que ça se passe. Il y a des deuils à faire dans le contexte des relations parents-enfants, mais il y a aussi cette acceptation-là, je pense, qui doit venir progressivement. Ça n'arrive pas c'est pas magique, ça arrive pas du jour au lendemain. Je pense que Oui, c'est vraiment à travers un accompagnement. Quand on s'approprie la notion d'accompagnement, je t'accompagne, je suis là, je, je- je te donne mes conseils. Tu- Si la personne est pas rendue là, n'est pas prête à entreprendre ces changements-là, elle va, elle va quand même ce qu'on va lui avoir témoigné de notre bienveillance puis de notre préoccupation par rapport à sa santé, elle va quand même avoir intégré qu'il y avait un message d'amour à travers ça. Puis c'est ça qui va la soutenir pour arriver un jour à faire ces changements-là. Mais c'est tellement exigeant qu'on ne peut pas non plus oui, s'attendre à ce que les gens fassent tous ces changements-là, surtout à ces âges-là. Donc, oui, puis c'est il un faut petit avoir peu. beaucoup, faut avoir tu sais, de la patience, de la bienveillance, il faut accepter. C'est tout un cheminement. Oui, puis c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire à ce parent-là. Tu sais, moi, ayant vécu ben, avec la migraine depuis mes 18 ans, puis avec la migraine chronique depuis mes 32 ans, donc à la migraine à tous les jours, c'est un cheminement. Il y a beaucoup, beaucoup de deuil à faire. Il y a beaucoup de, c'est vraiment difficile comme parcours. La vie avec la migraine, c'est difficile. C'est beaucoup de tests de médicaments, d'essais, erreurs. Puis il y a eu des périodes où tu as beau avoir une vie monastique, des fois, ça va même pas mieux. Fait que des fois, tu te tannes, tu fais, ben tant pis, tu sais, tant qu'à ça, je vais savoir pourquoi j'ai mal à la tête au moins. Mais fait que je pense que cet ado-là, elle a un cheminement à faire, puis on peut pas aller plus vite, tu sais, que le cheminement, là. Puis je pense que ça, c'est propre pour n'importe qui, que ce soit ado, adulte. Oui, on peut conseiller, moi, mon garçon fait des migraines à l'occasion, puis je le fatigue avec l'eau, je trouve qu'il boit pas assez d'eau, puis là, je sais qu'il a trop sa bouteille d'eau, mais Colin, il veut pas l'amener, puis il veut pas la boire. Fait qu'à un moment donné, tu sais, OK, tu sais, si on voit que les migraines s'intensifient, là, je serais plus insistante, mais là, pour l'instant, je suis comme, OK, je vais le laisser aller là-dedans, là. Même si, tu sais, tout mon manivelle de la, de la parfaite migraineuse fait comme, hey, faut que tu boives de l'eau. C'est un cheminement. Puis je pense qu'il faut se donner le temps. Il est déjà 20h15, presque 20h20. On va devoir se quitter. Julie, Jean-Étienne, avant, je vais passer dans l'ordre. Jean-Étienne, aurais-tu un mot de la fin avant qu'on clôture avec Julie? Euh, Mon Dieu, Qu'est-ce que comment tu dirais? résumer autant? Qu'est-ce que tu dirais à un prochain aidant? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, mettons, numéro un pour un prochain aidant? euh,
Oui, bienveillance envers soi-même, patience et réflexion. Donc, c'est un peu vague comme terme, là, mais non, c'est ça. Je crois la réflexion, le but, c'est de prendre peut-être une petite pause de temps en temps pour avoir un petit regard sur où est-ce qu'on est, où on va, est-ce que la situation justement est temporaire ou permanente. Puis ça va aider à éviter de faire des gestes trop brusques. De prendre du temps pour soi aussi, je Oui, pense, c'est comme ça, aller proche chercher de aidant. Moi, l'aide, oui, exactement. moi, des fois, je le sens, là, quand je le sens qu'il est rendu trop fatigué, trop à bout, là, je l'envoie à ses parents, ils ont un chalet. Je suis comme, on va passer 2, 3 jours au chalet, ça va te faire du bien. Tu sais, je pense que c'est vraiment important. Je pense qu'on peut pas donner à partir d'un verre vide. Je pense que c'est important de remplir son propre verre, mettre son propre masque à oxygène. Puis cette pensée-là pour la maman là, ou le papa de l'adolescente, j'ai une thérapeute qui m'a dit une fois, elle dit, on sait jamais on est qui dans le cheminement de quelqu'un. Des fois, on est la petite graine, des fois, on est l'eau, des fois, on a le soleil. Là, en ce moment, vous plantez des graines, vous mettez de l'eau, mais elle n'est peut-être pas prête encore à pousser dans le sens tu sais, qui l'aiderait le plus, mais ça va venir éventuellement. Oui, quelqu'un qui disait quelque part, il faut sauver le sauveur. Oui, tout à fait. Exactement. Merci, Jean-Étienne, de ta présence, d'avoir donné ton temps pour ce webinaire-là. Merci beaucoup. Julie, un mot de la fin? Mais moi, je dis souvent aux gens qu'il faut surtout pas rester seul. Dans le fond, c'est un cheminement, c'est un parcours, c'est exigeant. Donc, surtout, 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 ne pas rester seul dans ce contexte-là. Ne pas penser qu'on va y réussir tout seul. Il faut s'entourer, donc, de gens, d'un réseau, d'amis, de proches, de collègues. On peut en parler au travail. Des fois, les collègues vont avoir envie de nous offrir euh, leur bienveillance, puis ça va faire du bien. Et il y a des ressources qui existent dans la communauté, mais souvent elles sont méconnues. Donc, j'invite les gens à contacter Info Aidant. C'est notre job de référer les aidants vers les ressources qui existent près de chez eux. Ben, merci beaucoup, Julie, pour sur toute cette information-là, cette mine d'or d'informations. Merci, Jean-Étienne. Merci, Anne-Marie, d'avoir participé. Donc, à mon nom, en Mitaine Québec, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée.